31 décembre 2016, Toulouse. La ville brille de mille feux. Les décorations de Noël illuminent les avenues, les places et les vitrines des magasins. Il fait nuit déjà depuis longtemps en ce début de soirée. Une nuit particulière, bien sûr, la nuit du réveillon. Ce soir, on s'amuse, on rigole, on boit plus que d'habitude et les bulles font tourner les têtes. Pourtant, comme chaque année, certains ne sont pas de la fête, ils travaillent. Il y a des métiers comme ça où l'on ne s'arrête jamais. Des métiers au service des autres. David, 28 ans, marié, 2 enfants et de cela. Il est chauffeur de taxi. Un métier qu'il adore, ça fait tout juste 3 ans qu'il a commencé. Sa licence lui a coûté un peu plus de 200 000 €. Malgré son apport, il a dû contracter un emprunt sur 25 ans. Alors pour lui, il n'est pas question de compter ses heures. S'il a décidé de travailler toute cette nuit, c'est qu'il sait qu'il y aura de nombreuses courses à réaliser. Mais étrangement, la soirée de David ne se passe pas du tout comme prévu. Habituellement, des dizaines de clients l'attendent lui et ses collègues place Wilson. Normalement, du début à la fin de la nuit, la place ne désemplit pas. C'est depuis toujours la nuit la plus rentable de l'année. Tous les chauffeurs de taxi le savent bien. Pourtant, ce soir, il n'y a personne sur la place. Ou plutôt si, il y a du monde, des taxis, nombreux qui attendent seuls, sans clients. Le spectacle que David découvre alors, il ne l'oubliera jamais. Il assiste à un véritable ballet incessant de berlines noires, des voitures qui roulent doucement comme glissant dans la nuit, allant et venant, le frôlant presque. Une macabre danse silencieuse qui lui glace le sang. À l'image de sombres monstres sortis de nulle part, apparus sans prévenir, venus lui voler son présent et son avenir. David ouvre sa portière, sort de sa voiture, dépité. Il s'assoit sur un banc, il laisse tomber sa tête entre ses mains. Un collègue le rejoint. Ils restent tous deux prostrés, incapables de parler. Impuissants, ils observent le manège interminable des fantomatiques berlines aux vitres fumées. C'est le début de la fin pour David. Le début des soucis financiers qui vont provoquer de lourdes conséquences sur sa vie familiale. La fin de la vie et du métier qu'il aime tant. Ce dernier jour de l'année 2016, la société Uber vient de lancer son offre à Toulouse. Pour David, la ville rose a perdu ses couleurs. Podcast Story. C'est 5 ans plus tôt, en décembre 2011, que Paris voit arriver dans ses rues les premières voitures Uber. La capitale est alors la première ville hors des États-Unis à accueillir ce service. L'offre est composée d'une 60aine de voitures haut de gamme qui côtoient à l'époque 19 000 taxis parisiens. En quelques semaines, de nombreuses villes européennes assistent au même phénomène. Dès 2014, la France devient le second marché de la firme en Europe avec plus de 500 000 utilisateurs de l'application. 4 ans plus tard, les taxis ne représentent plus que 58% de l'offre de transport de personnes en France. Les fameux VTC, véhicules de transport avec chauffeur, ont acquis 42% de part de marché. Uber, c'est l'histoire d'un nouveau monde en devenir. Une véritable révolution qui se déploie sans crier gare. Un système défendant une certaine idée de la libre concurrence. Une vision considérée par certains comme déloyale contractuellement, car assimilable à un travail dissimulé avec un irrespect de la réglementation sociale, fiscale et administrative. Car les chauffeurs Uber n'ont pas de contrat de travail. Ils ne sont pas salariés et donc ne sont pas couverts par les cotisations sociales pour les assurances maladie, chômage ou retraite. En France, la majorité des chauffeurs Uber est sous le statut des micro-entrepreneurs. Que veut dire le mot Uber ? C'est une expression germanique qui signifie « au-dessus ». Un nom qui colle parfaitement à l'entreprise, tant elle a su se montrer régulièrement au-dessus. Au-dessus du marché, des habitudes, mais aussi des lois et des conventions. Qui est à l'origine de cette application mettant en relation instantanément un chauffeur et un client ? Selon la légende, l'idée a germé en 2008 dans la tête de Garrett Camp, un Américain de tout juste 30 ans à l'époque. Alors qu'il est de passage à Paris pour visiter un salon high-tech avec son ami Travis Kalanick, tous deux constatent la difficulté de trouver un taxi. Ils sont trop peu nombreux, il n'existe aucun moyen facile et rapide de passer une réservation. Ils déplorent aussi une qualité du service qu'ils considèrent comme défaillante. Ils observent de nombreux points communs avec la situation à San Francisco dont ils sont originaires. C'est suite à cette expérience et ce constat qu'ils décident ensemble de monter un projet. Leur volonté,
créer un business en rupture avec le système actuel. Un business disruptif, comme on dit. Garrett Camp s'occupe du prototype de l'application. Travis Kalanick s'engage à la concrétiser et à la développer. L'offre est officiellement lancée sous le nom d'UberCab à San Francisco en 2009. À partir de là, la machine est lancée, plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les 6 premières années, Uber débarque dans une nouvelle ville tous les 5 jours. En 5 ans d'existence, la marque est présente dans 51 pays et plus de 250 villes. Si Garrett Camp est à l'origine de l'idée même d'Uber, c'est à Travis Kalanick qu'en revient le succès. Il est le décideur, il est l'organisateur, le stratège. Il en symbolise l'image, son esprit, mais aussi ses dysfonctionnements. Pour mieux comprendre l'histoire d'Uber, il faut connaître celle de Travis. Né en 1976 à Los Angeles, Travis étudie l'informatique à la célèbre université publique UCLA. En 1998, il crée un moteur de recherche multimédia avec un service d'échange de fichiers peer-to-peer. Plusieurs organismes, dont l'Association nationale des éditeurs de musique, lui intentent un procès pour violation du droit d'auteur. Il se déclare alors en faillite pour éviter les poursuites judiciaires. 2001, il lance une nouvelle société de partage de fichiers qu'il vend 6 ans plus tard, 19 millions de dollars. 2009, dès le lancement d'Uber, Travis Kalanick est contesté au sein de son entreprise. Il est accusé d'initier une culture de management toxique favorisant l'agressivité, le sexisme et la discrimination. Il est aussi rapidement suspecté de complicité de corruption. Mars 2017, c'est le début de sa chute. Dans une vidéo où il est filmé lors d'une conversation houleuse avec un chauffeur Uber, on le voit insulter le conducteur. Dans les mois qui suivent, des accusations d'agression sexuelle et des centaines d'infractions constatées dans les bureaux d'Uber du monde entier conduisent Travis Kalanick à démissionner. Il quitte le conseil d'administration 2 ans plus tard, après avoir vendu 21% de ses parts pour quelques 547 millions de dollars. De quoi voir venir un petit moment, d'autant qu'il a mis un peu d'argent de côté depuis les débuts d'Uber. Sa fortune personnelle lors de son départ est estimée à 6 milliards de dollars. Autant dire qu'il a réussi à avoir Uber et l'argent d'Uber. L'aventure d'Uber est avant tout une histoire d'argent, d'investissement, de spéculation, de valorisation. Après 2 ans d'existence, la société procède à une levée de fonds de 32 millions de dollars, excusez le peu. Parmi les investisseurs, un certain Jeff Bezos himself, le patron d'Amazon, et la banque non moins connue, Goldman Sachs. Ensuite, on s'envole. Uber ne gagne toujours pas d'argent, mais fait rêver les investisseurs. Écoutez, c'est vertigineux. 2011, Google signe un chèque de 258 millions de dollars. En 2016, le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite investit la bagatelle de 3,5 milliards de dollars. En 2017, la société affiche la plus haute valorisation au monde pour une entreprise non cotée. Elle atteint 68 milliards de dollars. Mai 2019, Uber est partiellement introduit en bourse, lui permettant de lever 8 milliards de plus pour une capitalisation totale montant à 82 milliards de dollars. Toutes ces levées de fonds ne fonctionnent que sur la confiance des investisseurs. Tous tablent sur les potentiels futurs bénéfices de l'entreprise, des bénéfices qui se font attendre bien longtemps. Ce n'est qu'en 2021, soit 12 ans après son lancement, qu'Uber atteint pour la première fois son niveau de rentabilité économique. Si dans l'histoire d'Uber, l'argent a le premier rôle, qu'en est-il pour ses chauffeurs et ses clients ? Pour le client, le tarif d'une course est déterminé par un algorithme qui prend en compte l'importance de la demande. Des pratiques tarifaires qui ont donné lieu à plusieurs polémiques. 2014, lors d'une prise d'otage à Sydney, Uber multiplie ses tarifs par 4 pour les personnes désirant quitter le périmètre concerné. La même année, à Paris, lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, des clients voient les tarifs multipliés par plus de 10. Concernant les chauffeurs, en 2021, en moyenne, tout pays confondu, ils reversent 25% de leur chiffre d'affaires à Uber. L'une des clés du succès de l'entreprise dans son développement mondial vient justement de ce que l'on appelle l'effet réseau. Quand la société arrive dans une nouvelle ville, dans un premier temps, le client bénéficie de rabais attractifs et le chauffeur d'une rémunération incitative.
Mais une fois l'objectif du nombre de clients et de chauffeurs atteint dans cette ville, Uber stoppe les rabais pour les clients et taxe davantage les chauffeurs. Le principe est toujours le même. Une autre raison du succès d'Uber est sa capacité à imaginer des déclinaisons de son service. Il existe Uber X, l'offre standard, Uber Berlin, la formule luxe, Uber Van pour les groupes, il y a aussi Uber Green pour rouler électrique ou hybride, Uber Access pour les personnes à mobilité réduite, Uber Comfort pour rouler dans du neuf ou encore Uber Pop, Uber Pool et j'en passe. Parallèlement à ces déclinaisons, Uber s'est lancé dans la diversification avec Uber Eats qui livre des repas, Uber Rent et ses services de crédit bail, Uber Jump pour louer des vélos urbains connectés et même Uber Copter qui propose des trajets en hélicoptère. Sans oublier Uber Technologies qui développe des véhicules autonomes. Une offre qui fut peut-être celle de trop. En 2017, un accident matériel en Arizona met en cause un véhicule autonome Uber et la société annonce qu'elle va suspendre un moment ses essais. Un moment très court, car c'est un an plus tard qu'un terrible drame se produit. 18 mars 2018, il est 22h. Hélène Herzberg, 50 ans, traverse en poussant son vélo la 4 voies North Smile Avenue de Temple en Arizona. Une voiture Uber en mode de conduite automatique, mais sous la surveillance d'une réelle conductrice, Rafaela Vasquez, arrive à sa hauteur. Le véhicule Uber, une Volvo XC90, fauche la passante. Selon la police, la voiture roulait à 61 km/h dans une zone limitée à 56 km/h. Malgré ses capteurs, la voiture n'a pas freiné automatiquement. La conductrice non plus. La police établit rapidement qu'elle regardait des vidéos sur son smartphone au moment de l'accident. La victime est conduite en urgence à l'hôpital. Son décès est prononcé quelques heures plus tard. L'enquête révèle qu'un responsable d'Uber a envoyé un mail à ses dirigeants pour les avertir d'un potentiel problème de sécurité sur les véhicules autonomes moins d'une semaine avant la date de l'accident. Pourtant, Uber n'est pas déclaré responsable du décès d'Hélène Herzberg. Par la suite, l'entreprise déclare stopper définitivement ses expérimentations dans ce domaine. La réalité est un peu différente. En 2020, les activités de recherche sur la voiture autonome d'Uber sont cédées à une autre entreprise, Aurora, et Uber choisit d'entrer dans son capital à hauteur de 26% et y investit 400 millions de dollars. Et le PDG d'Uber rejoint à ce titre le conseil d'administration de la nouvelle entité. Comme toutes les nouvelles offres qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, on en oublierait presque le monde d'avant. Car oui, il fut un temps où Uber n'existait pas et où les taxis étaient notre seul choix. Avant l'arrivée de Uber en 2011 à Paris, les chauffeurs de taxi connaissent les rues par cœur ainsi que les travaux en cours ou les raccourcis. Souvent, ils vous demandent si vous avez un itinéraire préféré. Durant le trajet, les plus bavards racontent des anecdotes sur les quartiers traversés. Quand on entre dans la voiture, parfois, ça sent le tabac froid. Le mégot au bord des lèvres du chauffeur justifie ses effluves. À ses côtés, il arrive qu'un vieux berger allemand ronfle bruyamment. Les jours pluvieux, l'émanation de la cigarette se mêle à l'odeur du chien mouillé. Pour trouver un taxi, il faut attendre dans la rue, le chercher du regard, puis, une fois repéré, tenter de savoir s'il est libre ou non. Enfin, il faut le héler, lever la main, crier « taxi » en espérant qu'il vous entende et qu'il daigne s'arrêter. Le soir, parfois, le chauffeur de taxi vous demande votre destination, puis vous rétorque un « Ah, désolé mon bon monsieur, mais moi j'ai fini ma journée et je rentre chez moi et c'est pas votre direction. » Et puis il remonte sa fenêtre et repart aussi vite qu'il est arrivé. Alors oui, forcément, pour beaucoup de clients, l'arrivée d'Uber est une bonne nouvelle. Car à son lancement, il faut reconnaître qu'Uber propose un service de qualité. Des jeunes gens élégants et souriants viennent vous chercher précisément à l'adresse que vous avez indiquée sur la plateforme. Tel un beau prince charmant en costume cravate, le conducteur vous ouvre la porte de son carrosse flambant neuf. Il vous propose durant le voyage un rafraîchissement sous forme de petites bouteilles d'eau offertes et quelques sucreries pour les accompagner. Mais ça, c'était avant.
Quelques années plus tard, c'est un type en jogging qui arrive, s'il n'a pas annulé votre course sans explication. Il vous fait des appels de phare pour que vous le rejoigniez là où lui a décidé de s'arrêter. Durant le trajet, seul le GPS semble vous adresser la parole. Le conducteur, lui, vous impose au mieux ses subjectifs goûts musicaux, au pire ses appels téléphoniques personnels. Quant au carrosse, il a pris de méchantes allures de citrouille. Si Uber reste, quoi qu'il en soit, un service rapide et pratique pour le client, qu'en est-il pour les chauffeurs ? Leurs conditions de travail et leur situation sociale continuent de poser questions sans trouver de réponse. Le 4 mars 2020, la Cour de cassation annonce la requalification en contrat de travail de la relation contractuelle entre Uber et un de ses anciens chauffeurs. En novembre 2020, le Conseil des prud'hommes de Nantes condamne Uber à requalifier en contrat de travail sa relation avec un chauffeur, forçant l'entreprise à lui verser des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts. Fin 2021, de nombreux chauffeurs ont à leur tour saisi les prud'hommes. Au-delà de l'histoire spécifique d'Uber, c'est un phénomène bien plus global qui est en train de s'emballer. L'extension de son concept économique à d'autres secteurs d'activité. C'est ce que l'on appelle l'ubérisation. Un mot défini par le Petit Larousse dès 2017 en ces termes, je cite, « L'ubérisation est la remise en cause du modèle économique d'une entreprise ou d'un secteur d'activité par l'arrivée d'un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués par des indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via des plateformes de réservation sur Internet. » Il est à noter que l'ubérisation, c'est aussi l'arrivée de la notation. Chacun lève ou baisse son pouce. Les gladiateurs des temps modernes n'ont qu'à bien se tenir. Sur un maximum de 5 étoiles, si un chauffeur Uber passe sous la moyenne de 4,6, il entre dans une période de vérification. Si la note baisse encore, la firme désactive son application, autrement dit, il est viré. L'ubérisation est bien un réel nouveau modèle d'organisation du travail. Un système qui repose sur ce que l'on appelle le travail à la tâche, s'opposant au salariat classique. Ainsi est née l'économie à la tâche, composée de petits boulots basés sur des emplois flexibles et temporaires. Un modèle qui se déploie librement et de manière totalement décomplexée. L'une des particularités de ce capitalisme 3.0, c'est de réussir à externaliser le coût du travail sur le travailleur lui-même. Une idée aussi brillante que cynique. Avec l'ubérisation, c'est l'avenir du monde du travail qui est remis en question. L'enjeu est de taille. On peut le résumer ainsi. Quel sera le contrat social de demain ? Selon les points de vue, ce phénomène recèle des avantages et des risques. En termes d'avantages, ses partisans évoquent un meilleur accès au travail, des revenus supplémentaires, une souplesse dans l'organisation du temps de travail, des possibilités de reconversion et une diversification de l'activité habituelle. Concernant les risques, il apparaît une disparition de la limite entre vie professionnelle et vie personnelle, des revenus modestes, des difficultés d'accès aux prêts et au logement en l'absence de revenus stables et une suppression des protections du Code du travail. Selon l'Organisation internationale du travail, le principal danger concerne la perte progressive des droits du travail et la précarisation de la vie des travailleurs. À venir, un monde sans chômage, sans congés payés, sans retraite. On estime qu'en 2025, 500 millions d'individus pourraient dépendre des petits boulots de l'économie à la tâche pour vivre, ou plutôt, selon les termes utilisés par les personnes concernées, pour survivre. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.